Il est 12h, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre chez vous. Bienvenue dans Afrique Midi, les titres. Alors que les États-Unis s'apprêtent à présenter à la fin du mois un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour atteindre le mandat de la mission des Nations Unies au Sahara au respect des droits de l'homme, les parlementaires dénoncent la résolution et rejettent toute initiative visant à dénaturer le mandat de la MINURSO. Aux États-Unis, le deuxième suspect des attentats de Boston a été arrêté par la police. Son frère a été tué après une course-poursuite. Ils sont soupçonnés d'avoir commis les attentats du marathon qui ont fait 3 morts et 180 blessés. Barack Obama s'est félicité de l'épilogue de cette affaire. Merci de nous suivre depuis chez vous et c'est sur la libération de la famille Moulin-Fournier que nous ouvrons cette édition 2 mois après son enlèvement dans le nord du Cameroun et sa détention au Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram. Suite à cette libération, le président camerounais Paul Biya s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter ici. Je tiens pour ma part à réaffirmer ma détermination à ne ménager aucun effort pour que le Cameroun demeure une terre d'hospitalité, de tolérance, de stabilité et de paix. Pour terminer, je voudrais vous féliciter, Madame et Messieurs les membres de la famille Moulin-Fournier. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage et de sang-froid. Vous nous avez fait confiance. Vous avez cru en nous jusqu'au bout. Et depuis quelques heures, vous êtes bel et bien libres. J'ai appris que vous partez ce soir pour la France. Je vous souhaite un bon voyage. Et j'exprime le vœu que ces séjours en France soient de courte durée et que vous reveniez au plus vite chez nous, chez vous ici, au Cameroun, de reprendre vos activités. Je vous remercie. De la famille Moulin-Fournier en France, les 3 adultes et 4 enfants sont arrivés à l'aéroport d'Orly, amaigris et fatigués en provenance de Yaoundé. Les anciens otages souriants ont serré dans leurs bras les proches qui les attendaient. Ils ont été accueillis par le chef de l'État français, François Hollande. La France affirme qu'elle n'a pas versé de rançon pour leur libération. Toute une famille libérée. Après 2 mois de captivité dans des conditions éprouvantes, les 7 otages ont retrouvé la France. Retrouvé leurs proches surtout, frères, sœurs, grands-parents, tous réunis sur le tarmac d'Orly à 6h du matin. Accompagnés par François Hollande, Tanguy, son frère, sa femme et ses 4 enfants ont rejoint le pavillon d'honneur. Avant une rapide conférence de presse pour dire le bonheur d'être rentrés et la volonté déjà de repartir. On est de retour en France, c'est un grand moment. Après, on retournera également au Cameroun, qui est un très beau pays où on se plaît beaucoup. Et voilà, et je veux simplement remercier pour tout ce qui s'est passé. On s'en est sorti. La famille a voyagé à bord du Falcon du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, venu les chercher à Yaoundé. La fin d'un calvaire de 60 jours pour ce cadre de GDF Suez et sa famille. Le 19 février dernier, ils avaient été enlevés par le groupe islamiste Boko Haram qui réclamait la libération des siens détenus dans les prisons nigérianes et camerounaises. Officiellement pas de rançon versée, mais de multiples contacts noués avec l'aide notamment du Cameroun. J'ai une pensée particulière pour le président Biya qui, dans ces derniers jours, a eu un rôle important. Je n'en dirai pas plus sur les conditions. Pour les otages français encore détenus au Sahel, François Hollande l'a reconnu, la France n'a toujours pas de contact avec les ravisseurs. La mobilisation nationale impulsée au plus haut niveau de l'État du Maroc se poursuit autour du dossier Sahara depuis l'annonce de la proposition de la diplomatie américaine à l'ONU d'étendre le mandat de la MINURSO au contrôle des droits de l'homme. Parmi les parlementaires, plusieurs syndicalistes sont montés au créneau pour dénoncer cette mesure.
Une réunion commune des commissions des affaires étrangères des deux chambres, tout d'abord pour s'informer des derniers développements dans la question du Sahara, et c'est Youssef Amrani qui a été interpellé. L'occasion aussi pour les parlementaires de réaffirmer leur position de rejet à tout projet portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité nationale. Nous estimons que cette initiative porte atteinte à la souveraineté du royaume sur ces terres et nous la rejetons en bloc. Nous sommes réunis aujourd'hui pour connaître du gouvernement les derniers développements de la question du Sahara. Pour les parlementaires, l'élargissement éventuel à la surveillance des droits de l'homme de la mission de la MINURSO est à la fois infondé et irréaliste. Cette décision constitue également un danger pour le processus de négociation et pour la stabilité de toute la région. Quand on envisage d'attribuer l'observation des droits de l'homme à la MINURSO, on porte atteinte à la souveraineté du royaume. C'est une ingérence qu'on ne peut en aucun cas accepter. Le Maroc est ouvert à tous les mécanismes onusiens de droits de l'homme. Mais cette initiative est impartiale car elle s'aligne sur les thèses séparatistes et servira à coup sûr les intérêts des détracteurs du royaume. Cette réunion a aussi permis de rappeler l'importance du rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion de la position du Maroc et des efforts consentis par le royaume qui place aujourd'hui le respect des droits humains au cœur des politiques publiques. Des affrontements au Caire, en Égypte, ont fait 39 blessés hier. Opposants et partisans du président Morsi se sont affrontés à coups de pierre et cocktails Molotov tout près de l'emblématique place Tahrir. Les frères musulmans qui avaient appelé à manifester réclament une refonte de l'appareil judiciaire. L'opposition y voit plutôt une manœuvre pour se débarrasser des magistrats hostiles au nouveau pouvoir. Aux États-Unis, l'arrestation du deuxième suspect des attentats de Boston grièvement blessé. Il est désormais hospitalisé. L'autre suspect, son frère, est mort hier après une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Tous deux sont originaires tchétchènes. Soulagement après plus de 20 heures de traque. Témoignage de certains habitants de la rue où a été arrêté Djokhar Sanerv. Je suis resté enfermé chez moi toute la journée et vers 18h, ils ont dit que les gens pouvaient sortir de leur maison et que tout allait bien. 20 minutes plus tard, je suis sorti par la porte de derrière et j'ai entendu plein de coups de feu. J'ai couru à l'intérieur et la police a envahi la rue. Et environ une demi-heure après, ils sont arrivés. Ils ont évacué tout le monde. Ils ont dit qu'il était dans un bateau et il y a eu une sorte de confrontation entre les deux. On était assis et on avait commencé à dîner et tout d'un coup, on a entendu des explosions et une série d'au moins 30, 40 coups de feu à l'arrière de notre maison, alors que la nuit dernière, ça se passait devant chez nous. Et là, on a su qu'ils avaient trouvé un homme, qu'il était dans un bateau, dans la rue Franklin, et enfin on a su qu'ils l'avaient capturé. Donc ça a été un grand soulagement. Et Barack Obama s'est exprimé depuis la Maison-Blanche. Le président américain s'est félicité de l'échec des deux hommes. Je vous propose de l'écouter. Une chose est sûre, quelles qu'aient été les ambitions haineuses de ces hommes qui les ont conduits à ces actes abominables, ils ne peuvent pas réussir. Quel que soit ce qu'ils pensaient accomplir, ils ont déjà échoué. Ils ont échoué parce que les habitants de Boston ont refusé d'être intimidés. Ils ont échoué parce que les Américains refusent d'être terrorisés. Les secouristes restent mobilisés en Chine. Un séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle des Richter dans la province de Sichuan au sud-ouest de la Chine. Les dégâts sont importants. Les autorités locales parlent de 100 morts et de centaines de blessés. Il y a d'importants glissements de terrain provoqués par le séisme, ce qui complique actuellement les secours. Campagne de prévention de la sécurité routière à Douala et Yaoundé au Cameroun, 3 semaines après le début des contrôles systématiques des véhicules à l'aide des patrouilles mixtes police, gendarmerie. La circulation est devenue plus fluide. Le constat de nos confrères de la télévision camerounaise. Respect des aires de stationnement, c'est une nouveauté chez les chauffeurs de taxi. Les sabots de la communauté urbaine immobilisent davantage les véhicules personnels en situation de stationnement abusif. Le retour des forces de l'ordre en route est également une solution au problème de surcharge. Effectivement, il est un peu difficile de trouver un taxi puisque le taximan a peur de faire le surcharge. Prendre place au siège du mort est à nouveau confortable.
Les individus en costume n'arrivent plus au bureau en veste froissée. Depuis que les contrôles ont commencé, on a constaté qu'il est difficile de trouver un taxi. Il y a beaucoup de taxis comme garés parce que n'ayant pas tous les papiers, donc on est obligé par moment de marcher. On prenait les taxis n'importe où. Et à présent, on est obligé de chercher où il est réservé vraiment aux usagers de prendre le taxi. Mais l'incivisme a la peau dure sur la voie publique. Le port de la ceinture de sécurité relève des oublis conscients. L'usage du téléphone au volant échappe toujours aux contraventions. Les pneus de véhicules sont lisses. D'autres volets de sécurité comme les freins sont défectueux. Mais les propriétaires de TAF-TAF présentent des visites techniques authentiques. Par conséquent, ils sont autorisés à rouler. L'exigence d'un extincteur et d'un triangle de signalisation ne perturbe plus personne. La solution coûte 5 000 francs assortie d'une garantie de 2 ans. Les polices d'assurance abondent sur les pare-brises. Mais en réalité, nombre de ces vignettes ne servent qu'à échapper au contrôle de police. Le jour du sinistre, le doigt sera pointé pour clouer les maisons d'assurance, notamment celles qui se jouent des vies humaines. Au Togo, la grève des fonctionnaires a tourné au drame. 2 élèves ont trouvé la mort au cours d'une manifestation à Dapong. Pourquoi cette manifestation a-t-elle pris une tournure dramatique? Pour en parler, nous avons en ligne de Lomé notre correspondant Jean-Claude Abolo. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors Jean-Claude, la grève des fonctionnaires a pris une tournure tragique le 19 avril dernier, je le disais tantôt, avec la mort d'un élève. Le second qui était blessé a également succombé. Le Togo est-il en train de s'embrasser? Dire que le Togo est en train de s'embraser, c'est un peu trop dire. Mais on peut comprendre que c'est un peu l'escalade des revendications jamais satisfaites qui font que le Togo en soit arrivé là. On ne considère pas d'abord les revendications politiques et ça débouche sur le social avec l'escalade de la violence, comme vous le dites si bien, qui a conduit à la mort tragique d'un élève de 12 ans au nord du pays. Et ce n'est pas tout, puisque par après, on a pris la mort d'un second, ce qui porte à 2 le nombre des victimes. Donc, comprenons que les gouvernants doivent faire un effort pour un temps soit peu écouter les populations. Et ce qui est encore dommage, c'est un peu le déni de ces victimes que le pouvoir tente de ne pas trop pas considérer, mais on ne sent pas c'est juste des mots, donc on attend un message fort de la part des gouvernants et à l'endroit de ces familles déplorées. Mais alors, Jean-Claude, que réclament exactement les travailleurs togolais? Les travailleurs réclament d'abord le doublement de la valeur indiciaire. Ils demandent également l'adoption de la grille salariale redressée sur le SMIC. Au Togo, le SMIC est à 28 000 francs. Ils demandent également la réinsertion du paiement de l'indemnité de départ à la retraite à 12 mensualités et l'appurement de leur arriéré. Ils réclament également le relèvement de l'allocation familiale à 10 000 francs par enfant. Ils exigent également le paiement d'une indemnité qui va sûrement passer en tout cas sur le budget de l'État. Donc le relèvement de l'allocation familiale également, je crois que je l'ai déjà dit, et le paiement des arriérés des allocations familiaux aux personnes permanent et l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Voilà un peu ce qu'ils demandent. Donc je crois que des efforts doivent être faits de part et d'autre. Mais jusque-là, le gouvernement dit pouvoir débloquer jusqu'à 10 milliards de francs sur le budget de l'État. Mais jusque-là, c'est pas encore le bout du tunnel, puisque les syndicalistes réunis au sein du STTT, le syndicat des travailleurs du Togo,
qui dit non, qui doivent aller revoir la base. Donc je crois que les négociations vont poursuivre le lundi. Voilà, merci Jean-Claude pour toutes ces précisions. Voilà qui met fin également à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.